Bonjour à tous, bonjour tout le monde. Je vais vous présenter le docteur Riyad Tammouza, que je ne suis pas sûre que vous connaissiez tous. Nous, on se connaît depuis de longues années, comme vous venez de le rappeler. Riyad Tammouza est immunologiste, comme Madame Melon vient de le rappeler, et il a rejoint la psychiatrie il y a maintenant plus d'une dizaine d'années, Riyad, je ne me trompe pas. Oui, Il est devenu, entre guillemets, immunopsychiatre, et il a abandonné son domaine de spécialité et de prédilection qui était la greffe pour s'intéresser à la recherche de tous les phénomènes dysimmunitaires, les phénomènes inflammatoires qui sont associés à certaines formes de maladies mentales et à certaines formes de troubles bipolaires, puisque là aussi, il y a une très grande hétérogénéité, pour développer à la fois des biomarqueurs diagnostiques, pour mieux comprendre les causes de ces maladies et pour développer bien sûr des innovations thérapeutiques. Donc en fait, je vais laisser Riyad, je vais présenter ses diapos parce qu'il a un problème d'ordinateur. Je vais le laisser vous présenter cette présentation qui est un petit peu longue, mais il va essayer de le simplifier. Et puis ensuite, on répondra ensemble à vos questions si ça vous va. Merci. parfait. Vous voyez bien notre écran? Oui, Oui, génial, parfait. génial. Donc, rebonsoir. Comme l'a dit le professeur Le Boyer, je suis immunologiste et je m'intéresse à un concept assez récent qu'on appelle l'immunopsychiatrie et qui est en fait l'étude et l'analyse de la composante immunitaire dans les pathologies psychiatriques. Et on commence un petit peu par faire le point de là où on en est aujourd'hui sur les résultats préliminaires et sur certains concepts. Et on a mis en évidence, nous et d'autres, mais on avait quand même de l'avance, on était assez précurseurs, on a mis en évidence que finalement, l'interaction entre des terrains génétiques de susceptibilité avec des facteurs environnementaux, des facteurs qui sont des facteurs qui nous entourent, hein, c'est les infections, la pollution, l'urbanicité, était à l'origine d'une inflammation de bas grade qui persiste, qui est chronique, qu'on retrouve de manière continue dans un groupe chez certains patients, en l'occurrence certains patients bipolaires. Et en fait, cette inflammation, on la retrouve aussi bien dans le sang, dans le circuit périphérique, c'est là où on la teste. On la retrouve dans le cerveau avec de l'imagerie fonctionnelle. On la retrouve aussi d'un point de vue clinique et d'un point de vue biologique comme des perturbations du métabolisme. Et c'est des voies qui aboutissent finalement à ce que vous connaissez tous, qui est le syndrome métabolique. Et on la voit aussi au niveau de l'intestin, puisqu'elle se traduit par des dysbioses, c'est-à-dire c'est des problèmes gastriques. Et vous savez maintenant qu'il y a une connexion directe entre l'intestin et le cerveau. Et en fait, cette interaction se passe tout au long de la vie et de la vie avant la naissance, puisque ça commence au niveau, ça peut commencer pendant la grossesse, ça se poursuit pendant l'enfance, l'adolescence et chez l'adulte, et ça touche pratiquement tous les troubles psychiatriques, pardon, dans une proportion, bien sûr, on sait que ça concerne à peu près entre 40 et 60% des pathologies. Et donc, finalement, cette inflammation chronique, elle va être à l'origine de complications et qu'on a décrit maintenant et dont on essaye de décortiquer et d'analyser finalement la mécanistique, comment ça se passe pour pouvoir ensuite apporter des solutions thérapeutiques qui soient d'abord reconnues et éprouvées ailleurs et ensuite qui ne gênent pas le devenir du patient. Donc, sur la diapo suivante, voilà. Donc, en fait, l'histoire a commencé il y a très longtemps. Dans les dernières années, en fait, pour ne pas remonter très, très, très loin, on sait qu'on a appris, en fait, en travaillant sur d'autres pathologies, puis sur les pathologies psychiatriques, que l'inflammation est un trait commun à toutes les pathologies humaines. Et en fait, sur la diapositive suivante, vous allez voir que c'est beaucoup plus ancien que ça, puisque le père de la médecine ayurvédique indienne, qui est Samhita, avait déjà, 3000 ans avant Jésus-Christ, avait déjà énoncé que les troubles mentaux viennent des humeurs digestives. Ensuite, le siècle dernier a été très riche d'enseignements,
malheureusement de mauvais enseignements, mais par exemple, l'épidémie de grippe espagnole dans les années 20 a été suivie par une explosion des cas d'encéphalite, de parkinsonisme et de troubles neuropsychiatriques. Un peu plus récemment, en 1964, il y a eu une pandémie de rubéole qui a été suivie par une explosion des cas de troubles autistiques. Et enfin, ce qui nous concerne, nous, beaucoup plus puisqu'on y est encore, l'épidémie de SARS-CoV-2, l'épidémie de la COVID-19, a généré aux alentours de 25% d'augmentation des troubles anxio-dépressifs et d'autres complications comme les Covid longs. Il faut dire aussi qu'il y avait des indices concernant l'inflammation. Dans les années 50, par exemple, les traitements antituberculeux qui ont des vertus anti-inflammatoires ont été développés initialement pour les troubles psychiatriques, mais ont été ensuite détournés parce que malheureusement, il y avait cette épidémie de tuberculose et on avait vu que c'était efficace. Donc, sur la diapositive suivante, ça, c'est un concept qui nous a permis finalement d'être sûr de ce qu'on raconte parce que on a identifié le cerveau comme vraiment le septième sens, le système immunitaire comme étant le septième sens. C'est-à-dire qu'en fait, tout ce qui se passe en tant qu'événement stressant, c'est-à-dire infectieux, stress, problème, est transmis directement au cerveau et le cerveau réagit en fonction de ça. Sur la diapositive suivante, vous allez pouvoir voir que finalement, le cerveau qu'on pensait totalement protégé, il y avait un dogme qu'on appelle l'immunoprivilège du cerveau, parce qu'il était à l'abri dans cette boîte crânienne, et finalement, le cerveau a des molécules, a un système immunitaire implanté dans le tissu cérébral et en totale communication avec le corps et avec le système immunitaire du corps. Et je vous ai mis que quelques caractéristiques. Par exemple, le cerveau contient des cellules microgliales qui défendent contre les infections et qui modulent finalement la connectivité et la plasticité des synapses. Le cerveau contient aussi des protéines qui sont immunomodulatrices, c'est-à-dire que ces protéines qu'on appelle les cytokines dont vous avez entendu parler régulent la différenciation des neurones et agissent de manière physiologique pour dégager les neurones qui sont perturbés, qui sont dégradés. Enfin, les protéines du système HLA dont on va parler plus tôt sont, eux, pivots pour la modulation de la plasticité cérébrale. Diapositive suivante. Donc, on va un petit peu, c'est un peu le schéma de la conférence d'aujourd'hui, c'est qu'on va parler de l'inflammation, on va parler des conséquences, on va parler des causes, et ensuite on va parler des conséquences et traitements. Donc, le souci, c'est qu'on sait mesurer l'inflammation au niveau du sang. On sait doser les cytokines, etc. On sait aussi que cette inflammation est retrouvée dans la majorité des troubles psychiatriques, dont les troubles bipolaires, bien entendu. Le seul souci, c'est que ça ne veut rien dire. Vous avez des dosages. Si c'est une pathologie organique de la fièvre, etc., c'est très bien. On voit qu'il y a une inflammation et on traite. Dans le cadre de la psychiatrie, on ne sait pas utiliser les informations données par ces marqueurs inflammatoires périphériques pour essayer d'améliorer le diagnostic. Sur la diapositive suivante, par exemple, là, quelques exemples pour vous donner en fait les pistes et finalement ce qui commence à devenir les évidences. Donc là, vous avez ce que je vous ai dit tout à l'heure, ces cytokines sont élevées chez près de 40% des patients qui sont atteints de pathologies psychiatriques et sont associées à des dimensions cliniques et en fait des dimensions cliniques qui remettent en question la nosographie actuelle. Vous avez 3 exemples. À gauche, vous avez ce qu'on appelle le sickness behavior, qui finalement, c'est un comportement de maladie avec retrait social, fatigue et énergie qui est lié à l'inflammation. Ça a été démontré dans la dépression. Nos études à nous ont montré, par exemple, qu'il y avait une corrélation directe entre le déclin cognitif et un taux élevé de C-réactive protéine. La C-réactive protéine est une protéine que l'on peut mesurer dans n'importe quel laboratoire et en fait qui est accessible. Et c'est pour ça que on a focalisé sur ça pour pouvoir donner cet outil à l'ensemble de la communauté. On a montré aussi que chez les patients qui résistent, les patients schizophrènes, qui résistent aux antipsychotiques,
on a des niveaux très élevés d'inflammation et c'est parce qu'il y a cette inflammation qu'ils ne répondent plus au traitement. Donc, sur la diapositive suivante, là, vous avez une preuve de ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on pouvait accéder de manière indirecte aux effets de l'inflammation au niveau du cerveau. Par exemple, on mesure l'inflammation et ensuite on regarde par imagerie fonctionnelle et on voit que l'inflammation, c'est-à-dire le taux de CRP, encore un dosage très simple, induit une diminution de la connectivité fonctionnelle au niveau de certains circuits cérébraux et est totalement corrélé à l'élévation de la C-réactive protéine. Donc, on a une preuve directe entre inflammation et problème de connectivité ou problème de circuiterie finalement au niveau du cerveau. Sur la diapositive suivante, on voit, là maintenant, c'est un petit peu pour vous montrer comment on va analyser les facteurs de risque environnementaux et on va analyser les facteurs de risque immunogénétiques, puisque je vous rappelle, ce que je vous ai dit en début de topo, c'est que finalement, c'est l'interaction de ces deux types de facteurs qui est à l'origine de l'inflammation. Alors, le concept que vous allez voir sur la diapositive suivante, est un concept que nous sommes en train d'enrichir. Et c'est un concept général qui concerne tous les troubles psychiatriques qui ont justement ces problèmes d'inflammation. Et comment on a reconstruit cette histoire? C'est qu'on est parti justement de cette interaction entre l'environnement et le terrain de susceptibilité génétique, surtout immunogénétique, et on a décrit une trajectoire finalement où on se retrouve avec un modèle. Tout au cours du développement de l'individu, il y a ce qu'on appelle des stress. Alors, ces stress, de gauche à droite, ça peut être les infections in utero ou l'auto-immunité in utero ou les infections à la petite enfance, autour de la naissance. Plus tard, il y a d'autres stress qui arrivent, comme les migrations et l'urbanicité, les traumatismes infantiles qui sont vraiment générateurs d'inflammation. Et enfin, en dernier, pendant la vie adulte, il y a le style de vie, c'est-à-dire la junk food, le cannabis, etc. Et à un moment donné, finalement, il y a une sommation de ces événements environnementaux. Et au bout d'un moment, il y a un seuil qui est dépassé et la pathologie apparaît. Et cette inflammation de bas niveau, comme je viens de vous le dire, on la retrouve aussi bien au niveau du système immun périphérique qu'au niveau du système neuroimmun et qu'au niveau du système immuno-entérique. C'est un système qui devient vraiment le deuxième cerveau. Donc, sur la prochaine diapositive, vous allez voir, en fait, voilà c'est une étude dans laquelle le groupe est totalement investi, où on essaye on a montré, en fait, qu'il y avait différents types de facteurs environnementaux. Il y a des facteurs environnementaux que l'on peut prévenir au niveau individuel, c'est-à-dire en agissant sur l'individu, sur la famille, sur les parents, etc. Et en évitant, par exemple, en évitant les complications obstétricales, en évitant les infections précoces, en évitant le trauma infantile et plus tard le cannabis. Il y a un deuxième type de facteurs de risques environnementaux, c'est des facteurs qui se règlent au niveau sociétal. C'est l'urbanicité, c'est la migration, la pauvreté, etc. Donc, sur la diapositive suivante, on va commencer par le b.a.-ba finalement, parce que les premiers facteurs importants qui peuvent déclencher justement cette inflammation et plus tard ces troubles bipolaires ou troubles psychiatriques, ce sont bien sûr les infections. L'être humain a été confronté d'abord aux infections. Et il y a eu de grandes études rétrospectives et des études épidémiologiques, notamment les études du nord de l'Europe, où par exemple ici, on montre qu'une histoire d'hospitalisation pour infection augmente le risque des troubles de l'humeur, dont le trouble bipolaire, de 62%. Une histoire d'hospitalisation pour une maladie auto-immune augmente aussi le risque de survenue ultérieure de troubles de l'humeur. Et ce n'est pas sur cette diapositive, mais dans cette étude-là, il montre que quand il y a les deux facteurs de risque, le risque est triplé, c'est-à-dire imaginons qu'on ait des infections pendant la grossesse et qu'il y ait des pathologies auto-immunes, on a encore 4 fois plus de chances de faire des troubles de l'humeur. Donc, comme autre facteur environnemental,
sur la diapositive suivante, c'est qui peut être évitable. C'est le stress sévère dans l'enfance, c'est les traumatismes infantiles. Alors, on sait, en dehors de la psychiatrie, que les stress sévères dans l'enfance augmentent la vulnérabilité aux anomalies immunitaires, augmentent l'inflammation et sont liés à tout un tas de pathologies cardiovasculaires liées à l'apparition du cancer, etc. Et en fait, vous allez voir dans la diapositive suivante que pendant l'enfance, quand on a un stress, il y a une augmentation de molécules inflammatoires, comme la CRP, l'IL-6, le TNF, et ces molécules inflammatoires, chose qu'on n'arrive pas encore à expliquer, on les retrouve à distance du stress, c'est-à-dire qu'elles restent, si vous voulez, elles restent délétères et elles restent actives. Donc, on a montré ensuite dans les corps justement de troubles bipolaires de la Fondation fondamentale, sur la diapositive suivante, finalement, que ces traumas sévères qui sont associés aux troubles bipolaires avaient non seulement un effet dose, donc c'est en haut à gauche de la diapositive, où vous voyez très bien l'inversion entre les contrôles et les maladies bipolaires, c'est-à-dire que plus le stress est élevé, plus la proportion ou le risque de faire un trouble bipolaire est élevé. Et deuxièmement, un événement aussi qui est important, c'est que les troubles bipolaires, en fonction, plus il y a un stress infantile important, par exemple, il y a un abus, 2 abus, 3 abus, plus ce trauma est important et plus le trouble bipolaire démarre de manière plus précoce. Et le démarrage précoce d'une pathologie psychiatrique, c'est un facteur de gravité. Donc, sur la diapositive suivante, quelque chose qui est connu sans être connu, c'est-à-dire que c'est l'effet finalement, l'effet de l'environnement là où on vit. Et il y a un travail là qui est en cours, qui a été déjà publié par le groupe et qui montre finalement qu'il y a une incidence beaucoup plus élevée quand on vit en ville par rapport à l'incidence quand on vit à la campagne. Vous avez dans le Puy-de-Dôme, c'est 17,2 pour 100 000 habitants, personnes atteintes, tandis que dans le Val-de-Marne, qui est considéré comme une région urbaine, ça passe à 36, c'est-à-dire quasiment le double. Sur la diapositive suivante, un autre événement qui est probablement lié au précédent, c'est la pollution. On sait que la pollution génère de l'inflammation chez l'individu qui y est soumis. Et cette pollution-là génère, vous voyez le petit schéma à gauche, de l'inflammation au niveau des poumons, génère une altération de la réponse au vaccin. Donc, c'est vraiment assez terrible. Génère aussi des diminutions de certaines cellules qui sont là pour éteindre l'inflammation et agissent même au niveau de la paroi digestive, puisqu'ils permettent ensuite à cette paroi de devenir poreuse et de laisser passer de l'inflammation dans la circulation pour qu'il atteigne le cerveau. Sur la diapositive suivante, c'est le régime alimentaire. C'est ce qu'on appelle la junk food. Et ça, je pense que tout le monde connaît ces histoires et tout le monde est convaincu. Un régime alimentaire de mauvaise qualité, c'est évident, ça induit des comorbidités somatiques et les comorbidités somatiques agissent sur finalement la sévérité des troubles psychiatriques. Il y a une étude que vous verrez dans la diapositive suivante qui est en fait on montre, cet article montre que finalement l'adhérence à un régime méditerranéen, il y a une diminution drastique de la dépression et évidemment, c'est en corrélation avec une diminution de l'index inflammatoire. Donc, sur la diapositive suivante, on va passer maintenant finalement au deuxième acteur. Après les facteurs environnementaux, qu'est-ce qui agit en face? Et c'est le terrain immunogénétique, c'est ce terrain de susceptibilité. Donc, comme vous pouvez le voir, la question qui s'est posée, c'est que très bien, il y a un passé d'infection chez un patient qui est atteint de troubles bipolaires, ok, mais vous prenez à côté un individu lambda qui a fait les mêmes infections, et qui ne présente pas de trouble bipolaire. Donc, la question est pourquoi? Quels sont les éléments qui font que
un individu présente un risque de développer un trouble bipolaire ou un trouble psychiatrique quand il a des agressions infectieuses. Et donc, on a démembré un petit peu ces réponses immunitaires, et vous pouvez voir sur la diapositive suivante, vous pouvez voir, voilà. En fait, on a pris l'historique des réponses immunitaires, et je vais vous schématiser ça tout de suite, et on a démembré entre l'immunité innée, c'est-à-dire la première réponse. Ensuite, on a étudié l'inflammation aiguë et chronique. Ensuite, on a étudié l'inflammation spécifique. Et enfin, on a étudié certains facteurs qui sont censés moduler justement cette inflammation. Et sur la diapositive suivante, vous avez un schéma général, je ne vais pas rester longtemps dessus, sur comment se passe une réponse immunitaire. Imaginez, vous avez une écorchure au niveau de la main, vous avez une petite inflammation, une petite infection. Qu'est-ce qui se passe? La première ligne de défense, c'est ce qu'on appelle l'immunité innée. Ça veut dire qu'elle est immédiate, elle est très forte et normalement, elle résout pratiquement, elle résout le souci qui a été créé assez rapidement. Il se trouve que dans certaines situations, quand l'infection quand le germe, par exemple, est plus dangereux, cette immunité innée ne suffit pas. Il y a un relais qui est pris par l'immunité adaptative. Alors, pourquoi adaptative? Parce que l'immunité adaptative, elle va se programmer pour pouvoir répondre de manière spécifique aux pathogènes ou au stress. Et donc, voilà un petit peu comment se passe la réponse immunitaire chez l'individu normal. Donc, sur la réponse immunitaire innée, la première ligne, comme vous allez le voir sur la diapositive suivante, nous avons étudié ce qu'on appelle les toll-like récepteurs. En fait, ce sont comme vous voyez sur les belles images qui sont à gauche, en fait, ce sont des récepteurs qui sont à la surface de toutes les cellules immunitaires et qui reconnaissent finalement tous les pathogènes qui se présentent. À partir du moment où ils reconnaissent le pathogène, ils transmettent l'information que c'est finalement un danger. C'est quelque chose qu'on ne reconnaît pas, qui ne vient pas du corps, parce qu'ils reconnaissent aussi des protéines du foie, et à partir de là, ils déclenchent la réponse inflammatoire. La réponse inflammatoire pour pouvoir justement éliminer ce pathogène. Donc, on a montré, je vais vous montrer juste un exemple, sur la diapositive suivante, on a montré que pour un des TLR, les TLR, c'est les toll-like récepteurs, donc un de ces récepteurs, on en a étudié beaucoup, on a publié beaucoup là-dessus, on a montré qu'il y avait une caractéristique, un marqueur génotypique, c'est-à-dire un marqueur génétique qui était dans le gène du TLR4, qui est lié à une diminution de l'expression de ces molécules qui sont importantes, parce que c'est grâce à ces molécules qu'on va se défendre. Cette diminution de l'expression des molécules est associée à un trouble bipolaire à début précoce, c'est-à-dire à une forme clinique grave. Et donc, si vous voulez, l'hypothèse que l'on avait faite et qui coule de source, c'est finalement, est-ce que c'est la diminution de la réponse aux agents infectieux qui est à l'origine finalement du développement, de l'apparition du trouble bipolaire de manière précoce. Donc, vous allez voir que sur la diapositive suivante, on a étudié donc plusieurs gènes et plusieurs marqueurs, et on est arrivé finalement, tout allait dans le bon sens. C'est-à-dire, plus la réponse anti-infectieuse, plus les réponses diminuaient en termes d'efficacité, de gauche à droite, plus le risque de développer un trouble bipolaire augmentait. Et donc, en fait, finalement, on avait notre schéma et on arrive à concevoir un petit peu comment ça se passe. Donc, il y a eu une non-résolution des infections à cause de cette susceptibilité qui génère de l'inflammation de bas grade. Et l'inflammation, quand elle n'est pas traitée, elle finit par générer des troubles de l'auto-immunité, comme je pense qu'il y a pas mal de patients qui savent ce que c'est qu'une thyroïdite, etc. La question qu'on se pose, c'est que finalement, comment et pourquoi cette inflammation dure? Pourquoi on la retrouve tout au long de la vie? Et donc, on a été amené, sur la diapositive suivante, à étudier un acteur majeur, finalement, du stress oxydatif. Et c'est la mitochondrie. La mitochondrie, qui est une organelle intracellulaire et qui est pivot pour la production de l'énergie cellulaire. C'est-à-dire qu'en fait, toutes les cellules
ont besoin d'énergie pour fonctionner. Et s'il y a cette énergie, elle vient exclusivement de cette petite particule qui est dans la cellule qu'on appelle la mitochondrie. Et s'il y a un problème au niveau de la mitochondrie, il y a d'abord une diminution de l'énergie et ensuite il y a ce qu'on appelle le stress oxydatif, c'est-à-dire que la cellule va se mettre à stresser, à sortir des molécules et donc à vieillir prématurément. Donc c'est le vieillissement cellulaire. Et vous savez qu'une des hypothèses les plus à la mode actuellement et qui est en train de prendre vraiment sa place, c'est qu'une des raisons physiopathologiques du trouble bipolaire, c'est le vieillissement cellulaire. Donc, comment évaluer cette mitochondrie? On peut analyser l'ADN mitochondrial. Et en fait, on a dosé cet ADN mitochondrial et plus l'ADN diminue, plus la mitochondrie est malade. Et on a travaillé sur une large cohorte de troubles bipolaires et sur la diapositive suivante, on a montré, donc voilà, ces 312 patients où on a analysé les taux d'ADN mitochondrial. On a analyser ce qui est, pour la première fois, la corrélation avec l'inflammation. Et enfin, on a analysé aussi, est-ce qu'il y avait des stigmates infectieux connus? Et ce qu'on a trouvé est assez édifiant, puisque sur la diapositive suivante, vous pouvez voir que finalement, je vous résume un petit peu ce qu'on a trouvé, c'est que la diminution de ce marqueur finalement de vieillissement, de la mitochondrie, du DNA mitochondrial, il est lié chez les patients avec trouble bipolaire à des épisodes maniaques avec symptômes psychotiques et des difficultés de fonctionner. Et en fait, et bien sûr de l'inflammation. J'ai oublié de rajouter le mot inflammation parce qu'on a trouvé une corrélation avec l'inflammation. Et en fait, tout ceci traduit le vieillissement cellulaire et le stress oxydatif. Alors imaginez-vous tout le temps, parce qu'il y a probablement un déterminisme génétique, ce vieillissement, il est chronique, il est à bas bruit, mais c'est lui qui permet de maintenir l'inflammation qu'on retrouve même à distance des infections et puis des stress. Donc sur la diapositive suivante, une fois qu'on a montré finalement comment l'inflammation est induite au départ par les TLR finalement. Ensuite, comment cette inflammation, elle est maintenue, c'est-à-dire qu'elle reste tout le temps et elle stimule. Et le système immunitaire est inquiet parce qu'il y a des cellules de surveillance qui voient que finalement, il y a de l'inflammation, mais ça ne s'arrange pas. C'est-à-dire que tous ces acteurs, tous ces soldats, tous les lymphocytes, les anticorps, etc., n'arrivent pas à gérer ça. Et donc, on est parti à analyser cette immunité adaptative dont l'élément central, comme vous allez le voir sur la diapositive suivante, est le système HLA, pour Human Leukocyte Antigen. Et le système HLA a été découvert par mon maître, Jean Dossé, qui a eu le prix Nobel pour cela en 1980. Et ces molécules, finalement, du HLA, qui sont absolument essentielles à la vie, puisqu'elles sont exprimées dans toutes les régions du corps et dans toutes les régions du cerveau, et elles sont au cœur de processus anti-infectieux, c'est-à-dire que c'est elles qui règlent les problèmes de l'infection, c'est elles qui règlent le problème de l'inflammation, c'est elles qui, quand elles ne marchent pas bien, sont à l'origine de l'auto-immunité, et surtout, et ça c'est des notions qui sont très récentes, enfin du moins ces quelques dernières années, surtout les molécules HLA sont essentielles au neurodéveloppement. Donc, sur la diapositive suivante, juste une petite représentation des molécules HLA. En fait, les molécules HLA sont à la surface de toutes les cellules. Elles ont dans le petit creuset que vous voyez à gauche, elles ont un présentoir de peptides. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la molécule HLA, quand tout va bien, elle présente des peptides du soi, c'est-à-dire c'est les protéines, etc. Les cellules de surveillance qui scannent tout le temps la circulation, quand elles reconnaissent les protéines du soi, il n'y a pas de souci. Quand elles reconnaissent un peptide, imaginons qui provient du virus de la grippe ou qui provient d'une infection, c'est un signal de danger et là, la réponse adaptative se développe. Et là, c'est un bouleversement total parce qu'il va y avoir des cellules qui vont être spécifiques de ce bout de virus de la grippe. Et c'est comme ça que ce système-là, ensuite, va agir pour débarrasser le corps et agir vers la guérison. Ça, c'est le schéma général. Donc, sur la diapositive suivante, on sait en fait
qu'on a maintenant, depuis plus d'un siècle, ce système a été au centre des pathologies, que ce soit les pathologies auto-immunes, les pathologies cancéreuses, les pathologies infectieuses. Et en fait, ces molécules, le polymorphisme de ces molécules, c'est vraiment le système le plus associé aux maladies dysimmunitaires. Et depuis quelques années, bien entendu, les pathologies psychiatriques qui finalement sont des pathologies comme les autres, il n'y a pas de raison, elles ont rejoint le club et le système HLA a été démontré comme étant un acteur majeur justement dans ces désordres psychiatriques. Et ça a commencé, comme vous allez le voir dans les diapositives suivantes, voilà, ça a commencé par d'énormes études qui ont eu, c'est assez récent, hein, c'est 2014-2021, où finalement à gauche, il y a un énorme consortium qui a analysé finalement la distribution des polymorphismes à risque dans une cohorte énorme de patients schizophrènes. Et ils ont montré que la région du génome qui était la plus associée, c'était la région HLA. Un papier plus récent qui date d'1 an a fait le même travail dans le trouble bipolaire et a montré encore une fois que c'était un des plus forts, c'était le HLA. Donc, là, si vous voulez, ces études pangénomiques qui sont extrêmement importantes, elles servent à taguer la région et l'endroit où se situe le gène qui pose problème. Ensuite, il faut aller au fond. Et malheureusement, pour aller au fond, il faut des gens qui soient spécialistes de ce système et dont nous faisons partie. Donc, sur la diapositive suivante, voilà, nous avons fait une étude, je crois que c'était en 2018 ou en 2019, où on a analysé justement cette répartition du polymorphisme de HLA dans les troubles bipolaires. Et bingo, on a trouvé des choses extrêmement intéressantes, c'est-à-dire qu'on a identifié des marqueurs, des haplotypes à risque. Pourquoi à risque ces haplotypes? Parce que ces haplotypes, on les connaît, on sait qu'ils génèrent de l'inflammation. Et dans le cas, quand on a analysé l'association avec le trouble bipolaire, on a trouvé que ces haplotypes étaient à risque de développer des cycles rapides, qui est une complication. Ces haplotypes pro-inflammatoires étaient aussi à risque de développer la suicidalité. Et finalement, on a démontré que le HLA était un facteur de risque important, mais ce sont à cause de ces proportions pro-inflammatoire. Et donc, ça, je pense que c'est quand même quelque chose qui a ouvert maintenant la réflexion à d'autres choses. Sur la diapositive suivante, c'est l'immunogénétique en général. Donc, tout ce que je viens de vous raconter. Partons à gauche de la diapositive. Vous avez l'immunité innée, vous avez l'initiation de la réponse. Il y a quelque chose qui ne va pas, la réponse se développe. Chez un individu qui n'est pas susceptible de développer un trouble bipolaire, c'est résolu, on ne parle pas c'est fini, l'infection. Dans les individus qui ont une susceptibilité à développer un trouble bipolaire, vous avez une réponse anti-infectieuse inadéquate. Et ça va développer une inflammation chronique de bas grade, dont je vous ai parlé au centre. Cette inflammation, comme elle est tout le temps là, elle va provoquer l'immunité adaptative, c'est-à-dire l'acteur dont je viens de vous parler, qui est le HLA. Finalement, il y a un cercle vicieux avec l'amplification au milieu à droite, l'amplification de l'inflammation, et tout ça va tourner en continu. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'à un moment donné, le système immunitaire, quand il est sollicité comme ça et quand il n'arrive plus à régler les problèmes, il commence à faire des bêtises. Et en fait, ces bêtises, c'est quoi? Il commence à reconnaître des protéines du soi comme des protéines étrangères, et en fait, il développe des anticorps contre le soi, c'est l'auto-immunité. Donc, sur la diapositive suivante, un autre aspect extrêmement intéressant, surtout dans le cadre de la pathologie psychiatrique, le HLA, et mon maître disait le HLA et le médicament. Je suis totalement d'accord avec lui, parce que le HLA, finalement, module les réponses au traitement. Et on s'est intéressé, dans le cas du trouble bipolaire, à la réponse au lithium. Vous savez que le lithium est le gold standard, c'est vraiment le médicament miracle, mais que malheureusement, il y a 30% des individus qui répondent mal ou qui ne répondent pas. Et on est en train d'essayer de creuser pour savoir, pour essayer de mettre à disposition ce lithium
pour les 30% d'individus justement qui répondent mal ou ne répondent pas. Et on a pris, c'est toujours une étude pangénomique, une étude énorme de ce qu'on appelle les GWAS, et à partir de cette étude pangénomique qui consiste à analyser tous les SNP, tous les SNP possibles dans le génome et de faire des corrélations, mais sans donner d'informations sur le HLA. Nous, on a les moyens d'avoir l'information sur le HLA, on fait ce qu'on appelle des imputations du HLA. Et sur la diapositive suivante, vous allez voir qu'en faisant cette stratégie, et on a publié ça il y a 1 an ou 2, on a montré 2 marqueurs. Alors, quand on parle de marqueurs, tout de suite, on a dans la tête prédiction. C'est-à-dire que des marqueurs, ça permettra plus tard de tester un individu qui doit être mis sous lithium. Et s'il a ces marqueurs-là, on saura dès le début comment il va réagir et on peut moduler la réponse. Et on a montré, par exemple, le HLA-DQB1, qui est un allèle, qui est un marqueur du HLA, qui était associé à une mauvaise réponse au lithium. Et ce DQB1-02, ce n'est pas un inconnu. C'est quelque chose que les immunologistes connaissent bien, qui fait partie d'un haplotype pro-inflammatoire. Et là, on a fait donc la liaison entre la mauvaise réponse au lithium et l'inflammation. Le deuxième marqueur qu'on a mis en évidence, c'est aussi un autre allèle et qui est associé, cette fois-ci, à une bonne réponse au lithium. Et comme par hasard, cet allèle, il est connu déjà comme protégeant contre les pathologies auto-immunes. Et donc là, on est dans une situation anti-inflammatoire. Et en fait, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que le lithium a été découvert et a été utilisé comme immunomodulateur, bien avant la psychiatrie. C'est-à-dire que le lithium a des effets anti-inflammatoires majeurs. Et en fait, quand vous donnez du lithium, si vous avez un matériel génétique qui va produire plus d'inflammation, il va dépasser les capacités du lithium. Donc, voilà un peu le travail qu'on essaye de faire pour essayer d'améliorer finalement la prise en charge des patients. Voilà, un papier récent du groupe aussi, et qui montre finalement une association entre les niveaux de lithium et l'incidence du Covid. C'est-à-dire que les gens quand le Covid est là et quand le Covid augmente, il inhibe l'effet anti-inflammatoire du lithium, ou vice-versa. Le fait de prendre du lithium protège contre l'inflammation du Covid-19. Sur la diapositive suivante, voilà, donc on est dans l'avant-dernière partie du topo, qui finalement quelles sont les conséquences de cette inflammation dans les troubles bipolaires et dans les troubles psychotiques. Je vais vous en citer quelques-unes. La première, sur la diapositive suivante, c'est d'abord, voilà, c'est un peu le schéma de tout à l'heure, mais au lieu de montrer, par exemple, comme je vous ai montré tout à l'heure, le système périphérique, etc., je vous montre les exemples des conséquences de cette inflammation. C'est l'immunométabolisme, finalement, c'est l'histoire du syndrome métabolique, c'est l'axe intestin-cerveau, c'est la production d'auto-anticorps dont on vient de parler, et c'est aussi ce qu'on appelle le rétrovirus humain endogène. Donc, comme vous pouvez le voir, alors, qu'est-ce que c'est que ce rétrovirus humain endogène et pourquoi on l'appelle, finalement, c'est un rétrovirus, on l'appelle humain? En fait, il y a quelques centaines de milliers d'années, l'homme a eu à se défendre contre des infections, principalement rétrovirales. C'était les premiers, avant que les bactéries ne puissent s'organiser, les virus étaient là. Et en fait, au fur et à mesure de l'évolution, l'homme a développé son système immunitaire, a développé la capacité finalement d'empêcher ce rétrovirus. Et comme tous les rétrovirus sont intégrés dans le matériel génétique de l'être humain, ce qui est arrivé, c'est qu'au bout d'un moment, ce rétrovirus n'était plus actif. Et qu'est-ce qui s'est fait? Il s'est coupé en petits morceaux, il s'est réparti dans le génome humain. Donc, on a tous, finalement, c'est des réminiscences d'infections anciennes, et on a tous, dans notre génome, 8% de morceaux, finalement, de ce rétrovirus endogène. C'est pour ça qu'on l'appelle endogène humain.
Alors, la particularité de ce virus, hein, de ce rétrovirus, et ça, on le sait depuis la fin des années 90 à peine, c'est que sous l'effet de stress infectieux, par exemple des infections répétées, chez des individus particuliers, il se remet en fonctionnement. C'est-à-dire que tous les bouts qu'il y a dans le génome se recollent et il recrée un rétrovirus. Et ce rétrovirus-là va produire des molécules toxiques, ces molécules enveloppes, et des molécules, dans le cas qui nous intéresse, nous, qui ont un effet dramatique parce qu'elles ont un tropisme, elles sont appelées par le cerveau. Et quand elles arrivent au niveau du cerveau, elles sont neurotoxiques, c'est-à-dire qu'elles détruisent le parenchyme cérébral. Sur la diapositive suivante, donc voilà un peu le concept finalement, c'est des infections périnatales au départ, où il y a ce qu'on appelle un priming, c'est-à-dire un début d'histoire, et ensuite on a des infections secondaires, et finalement, plus il y a d'infections, plus le rétrovirus se reconstitue. Une fois qu'il est reconstitué, après, il commence à émettre finalement ces molécules qui seront dangereuses pour le cerveau. Et nous avons publié ça a été une des histoires et un des dadas de Marion Leboyer, puisqu'elle a publié en 2008 sur la diapositive suivante. Et dans le cadre de la psychiatrie, c'était la première fois. Elle a montré finalement qu'il y avait une corrélation dans une cohorte de patients schizophrènes, une corrélation entre la présence finalement de ces molécules délétères, de ces molécules ANV, et la schizophrénie. Et que cette corrélation était retrouvée dans 50% la moitié des patients schizophrènes de l'étude, et que finalement, cette infection qui a été testée au niveau circulant était associée à un taux élevé de CRP, c'est-à-dire dans un contexte totalement inflammatoire. Alors, par la suite, on a montré sur la diapositive suivante, on a publié d'autres travaux, mais on a montré quand même une chose importante, c'est qu'on a une corrélation entre ce rétrovirus endogène et une infection. On a identifié une infection à toxoplasme. Et on a montré finalement, et on revient finalement, on a pérennisé un petit peu le schéma les infections qui permettent la réactivation de ce rétrovirus. Sur la diapositive suivante, ça, c'est une étude qui est beaucoup plus récente, puisqu'elle a été publiée en 2021, où là, on est encore parti plus loin, c'est-à-dire qu'on a montré aussi bien dans la schizophrénie que dans le trouble bipolaire que 41% et 28% respectivement des patients portent cet HERV. C'est-à-dire qu'ils ont ce facteur de risque, ils ont ce rétrovirus, alors que quand on prend une cohorte de contrôle, 96% sont négatifs. Et donc, on est parti un peu plus loin sur la diapositive suivante. Et finalement, on a montré qu'il y avait un groupe, et c'est ça le début finalement de la médecine de précision, que ce rétrovirus permettait de définir un groupe homogène de patients et un groupe avec des caractéristiques clinico-biologiques particulières. C'est-à-dire, ce sont des patients, on connaît leur diagnostic, schizophrène ou bipolaire, mais ces patients-là ont des cytokines pro-inflammatoires élevées, ils ont une antigénémie HERV élevée, donc c'est un marqueur qu'on peut mesurer dans le sang, et ils ont des antécédents de traumatisme infantile. C'est ce qu'on appelle une signature. Et cette signature permet d'identifier des groupes auxquels on peut ensuite proposer des thérapies ciblées. Sur la diapositive suivante, juste un exemple sur l'histoire de l'augmentation de la perméabilité digestive et cette histoire finalement de cerveau, de deuxième cerveau au niveau de l'intestin. Qu'est-ce qui se passe? C'est que cette inflammation qui est due à l'inflammation chronique, qui est sous contrôle génétique, etc. À un moment donné, elle va fragiliser la barrière digestive sur la gauche et elle va permettre le passage des molécules inflammatoires et le passage des antigènes alimentaires, etc. Elle va permettre le passage dans la circulation. La circulation, elle aboutit, on sait maintenant qu'il y a une communication entre le cerveau et la périphérie. Donc, ces marqueurs vont aboutir au niveau du cerveau et le cerveau va réagir en se défendant. Mais
parce qu'il a tout le matériel immunologique. Mais à un moment donné, le cerveau, son système immunitaire va aussi se prendre les pieds et va commencer à ne plus reconnaître et à ne pas faire la différence avec le soi. Et c'est là que commence l'histoire de l'auto-immunité contre, c'est-à-dire les auto-anticorps, contre des molécules particulières du cerveau. Et c'est l'histoire enfin c'est le cas plutôt qui est bien connu des auto-anticorps contre les récepteurs au NMDA. Sur la diapositive suivante, l'association entre les pathologies psychiatriques et les désordres auto-immuns, elle est connue depuis maintenant une trentaine d'années et on sait très bien qu'il y a beaucoup plus de pathologies auto-immunes dans les pathologies psychotiques, dans les pathologies affectives, etc., etc. Ça, c'est une évidence, on le sait, et c'est ce qu'on vient de voir ensemble. Sur la diapositive suivante, c'est que jusqu'à maintenant, jusqu'à il y a quelques années, on ne pensait pas que cette auto-immunité pouvait devenir spécifique du cerveau. Donc, les premiers cas qui ont été décrits concernaient des maladies neurologiques, comme l'encéphalite limbique, où vous avez, ça commence par des prodromes viraux, ensuite il y a des syndromes neuropsychiatriques, ensuite il y a des périodes où il y a des problèmes neurologiques, et ensuite il y a des déficits qui sont prolongés. Alors, ce concept d'encéphalite limbique concerne finalement et a été démontré et démembré dans le cadre des pathologies neurologiques. Et dans le cadre des pathologies psychiatriques, ce n'était pas du tout le cas. Personne n'y croyait. Donc, on a fait un travail sur la diapositive suivante où finalement, on a pris des patients avec des psychoses, troubles bipolaires et schizophrènes. On a pris des contrôles sains. D'accord. Et on a pris des patients on a comparé ça aux patients encéphalitiques. Et on a montré, finalement, sur la droite de la diapositive, grâce à de l'imagerie, de neuroimagerie moléculaire, et ça, c'est le travail de Laurent Groc à Bordeaux, on a montré que dans les pathologies psychiatriques, il y avait une désorganisation totale du récepteur NMDA. Et cette désorganisation, non seulement elle était différente, c'est normal, chez les patients, chez les contrôles sains, mais elle était différente de ce qu'avait décrit, de ce qu'on retrouve dans les patients encéphalitiques. Ça veut dire que c'est là qu'est né finalement le concept de psychose auto-immune, c'est-à-dire qu'on a publié, on a montré pour la première fois qu'il y avait des anticorps qui étaient particuliers aux pathologies psychiatriques et qui pouvaient désorganiser des récepteurs synaptiques. Alors, on est en train maintenant d'en identifier plusieurs autres. Donc, sur la diapositive suivante, quelque chose qui est connu, qui est un problème de santé publique et qui est en fait qui est connu mais méconnu par la communauté la communauté psychiatrique. C'est le syndrome métabolique. Et là, les travaux justement sur les corps de la Fondation fondamentale ont montré qu'il y avait, regardez un petit peu, la population générale est à gauche la française, est à gauche du graphe. Regardez un petit peu l'incidence qui augmente pour les troubles bipolaires, pour la schizophrénie et pour le traitement résistant. Alors, pourquoi ce syndrome métabolique est important? Parce que le syndrome métabolique est la complication la plus fréquente et une des plus graves. Parce qu'un syndrome métabolique, du moment que c'est de l'hypertension, c'est de l'obésité et de la glycémie, vous vous doutez bien que s'il n'est pas pris en charge, s'il n'est pas traité et il est méconnu, il finira par créer des problèmes cardiovasculaires avec tout ce que ça sous-entend dans la réduction de la durée de vie, etc. Et ça concerne très particulièrement les populations justement psychiatriques. Sur la diapositive suivante, voilà, en fait, j'avais parlé en avance. Voici les causes de décès parmi les patients avec des troubles psychiatriques. Et vous voyez que les problèmes cardiovasculaires sont les plus générateurs, sont les plus à risque, le plus générateur de risque de décéder prématurément. Sur la diapositive suivante, voilà. Donc, notre travail qu'on a fait récemment et qu'on vient de publier, c'est que finalement, on s'est dit, est-ce qu'on va, en utilisant les marqueurs de l'inflammation, les caractéristiques cliniques des patients, ça serait
extraordinaire de sortir finalement une signature des patients qui sont à risque de développer ce syndrome métabolique. Et en fait, on a identifié sur le plan clinique des caractéristiques précises, comme par exemple des antécédents de tentatives de suicide, un âge plus tardif, etc. Sur la biologie, on a sorti des marqueurs qui sont augmentés. Donc ça permet finalement un patient qui est diagnostiqué au moment du diagnostic et quand on commence à le suivre. Donc on a, si vous voulez, on a des alertes sur le plan clinique, puisque c'est ce qui est sur la gauche de la diapositive, et on a des facteurs inflammatoires qui sont mesurables. Et ça, la chose finalement la plus recommandée en médecine, quand on a ces alertes, ça permet de démarrer un traitement précoce et justement de prévenir les complications ultérieures. Donc, sur la diapositive suivante, quels sont finalement, dans cette médecine de précision, il y a, et surtout quand on parle, on est dans parce que la médecine de précision, il n'y a pas que l'immunologie, mais dans l'immunologie, vous vous doutez bien qu'il faut réduire finalement le danger. Et le danger, vous avez bien vu que c'était l'inflammation. Donc, on peut réduire cette inflammation de manière générale ou on peut cibler des mécanismes spécifiques tels que ceux que je vous ai montrés. Alors, parmi les choses les plus simples, sur la diapositive suivante, non, pardon. Donc, voici un peu de… Non, Marion, vous revenez, s'il vous plaît. Voilà un peu comment on voit la médecine de précision. Donc, la médecine, grosso modo, c'est la médecine empirique, c'est-à-dire qu'on a montré que l'antibiotique marchait contre les infections. Et donc, on prend un antibiotique, quelle que soit l'infection, on lui donne cet antibiotique. En psychiatrie, c'est les antipsychotiques pour un épisode délirant. Il y a à droite de l'idéal qui ne sera jamais atteint, c'est à droite, c'est la médecine personnalisée, c'est-à-dire un traitement sur mesure pour chaque patient. Entre les deux, la médecine de précision essaye finalement d'identifier des mécanismes qui sont communs à plusieurs patients, et ces mécanismes-là, on les cible, et ça permet finalement, en dehors du diagnostic, ça permet de traiter finalement la cause d'aggravation. Par exemple, un traitement anti-inflammatoire, etc. Donc, sur la diapositive suivante, des choses très simples. On connaît l'effet de l'exercice. L'exercice, la contraction des fibres musculaires, a un effet direct sur la production de cytokines anti-inflammatoires et sur la diminution de cytokines pro-inflammatoires. Donc là, avec ça a été complètement démembré et avec des preuves et tout, et on sait maintenant que faire de l'exercice, c'est excellent pour réduire l'inflammation. Deuxième exemple, c'est ce qu'on appelle le repositionnement, c'est-à-dire prendre des choses qui sont efficaces pour d'autres pathologies et les utiliser justement contre l'inflammation des troubles psychiatriques. Et une des molécules les plus simples, c'est la N-acétylcystéine, qui est non seulement un inhibiteur des cytokines inflammatoires, mais qui a aussi des propriétés antioxydantes et qui permettent le trophisme du cerveau. Donc, la question, et ça a été, il y a eu des travaux assez importants, on a montré que rajouter de la N-acétylcystéine à un patient schizophrène ou à un patient bipolaire, mais des patients, pas n'importe lesquels, il faut qu'on prouve qu'il y ait une inflammation. Quand ils sont inflammés, on a remarqué que ça a amélioré grandement leur symptomatologie. Sur la diapositive suivante, voilà, les anti-inflammatoires, ça c'est un exemple assez joli, je trouve, parce qu'il est simple. On rajoute du célécoxib bien sûr, à l'antidépresseur. Le célécoxib, c'est le Celebrex, c'est un anti-inflammatoire qui est d'usage assez courant. Et vous voyez sur les courbes, ça c'est sur l'échelle de Hamilton, dans la dépression, vous voyez que quand on rajoute à l'antidépresseur du célécoxib, ça améliore beaucoup, puisque ça descend complètement l'échelle de Hamilton. Sur la diapositive suivante, voilà, il y a aussi finalement le choix de l'antipsychotique. Parce que l'effet de ces antipsychotiques et l'effet finalement
de la majorité des médicaments qui sont utilisés en psychiatrie, ils ont un effet anti-inflammatoire. Mais l'effet anti-inflammatoire est différent selon la molécule. Donc, en connaissant, c'est-à-dire le prescripteur, quand il connaît, par exemple, le l'olanzapine, c'est celui qui descend le plus, etc., ce schéma montre que déjà, la pharmacopée psychiatrique, on peut utiliser finalement la connaissance de l'effet sur l'anti-inflammation. Sur la diapositive suivante, là, rapidement, tout ce que je vous ai raconté sur le rétrovirus humain endogène, une des solutions qui est actuellement en cours d'essai dans d'autres pathologies comme la sclérose en plaques, c'est finalement l'utilisation d'un anticorps, un anticorps humanisé, ce qu'on appelle, c'est une biothérapie. Cet anticorps, qu'est-ce qu'il va faire? Il va neutraliser le HERV, et quand il neutralise le HERV, il n'y a plus de production finalement de ces molécules pathologiques pour le cerveau. Et en fait, dans le cadre de la psychiatrie, il y a justement les travaux avec Laurent Grock ont montré que dans un modèle murin, quand on a un modèle murin qui a une composante psychotique, hein, c'est-à-dire où on a induit une composante psychotique, on a injecté de l'HERVW et ça a créé justement ces symptômes. Quand on injecte des anticorps neutralisant le HERV, l'animal redevient tout à fait normal. Donc, c'est une grande voie d'espoir, finalement, pour les patients qui sont ce HERV-là, qui sont une proportion. Sur la diapositive suivante, c'est finalement les psychoses auto-immunes. Alors, les psychoses auto-immunes se traitent en utilisant des immunoglobulines intraveineuses avec ou sans un anti-CD20, c'est-à-dire un immunomodulateur. Et en fait, il y a un énorme essai qui est en cours. Et en fait, c'est le même traitement que pour les encéphalites, parce que finalement, on réduit l'inflammation et la réponse immunitaire, et les choses se calment. Alors, sur la diapo suivante, voilà. Voilà, je pensais qu'il y en avait encore d'autres. Donc, à l'issue de ce topo, d'abord, vous avez un livre qui est extrêmement intéressant, qui a été fait sous la direction de Marion, et en fait, qui va beaucoup plus loin sur ceux qui veulent creuser cette immunopsychiatrie qui est pleine d'avenir, j'espère. Et je voudrais signaler que nous avons des protocoles de recherche concernant en première ligne les patients avec des troubles bipolaires que l'on inclut, chez qui on dose tous les marqueurs inflammatoires, etc. Et on est à votre disposition, Marion et moi, vous voyez nos deux emails, pour répondre et voir quelles sont les possibilités pour ceux d'entre vous qui veulent justement profiter de ces protocoles de recherche. Je vous remercie. Bien, merci beaucoup, Monsieur Tamouza, de cette démonstration. Vous êtes remarquable. Voilà. Bon, évidemment, j'ai envie de vous dire, en pratique, on retiendra, parce que c'est quand même très, très complexe que ce que vous nous avez expliqué avec beaucoup de brio. Est-ce que je peux vous demander, Madame, si vous pouvez justement nous dire ce qu'il faut retenir de plus important dans ce tout est important, je l'ai bien compris. Mais ce qu'il faut retenir, d'abord, c'est vraiment que le rôle de l'immunologie dans le trouble bipolaire, c'est une voie d'espoir. Tout ce qu'on vous a dit, c'est de la recherche, donc pour le moment, il n'y a pas d'application pratique, mais c'est une voie d'espoir pour mieux comprendre l'hétérogénéité de ces troubles, pour identifier des biomarqueurs qui vont nous permettre de distinguer différentes formes cliniques, pour trouver et comprendre mieux les mécanismes de ces maladies, parce qu'il y en a probablement plusieurs, et pour développer des stratégies thérapeutiques. Alors, où est-ce qu'on en est en ce moment? Eh bien, pour faire un grand schéma de toutes les découvertes qu'on a faites, ce que Ria Tamouza vous a décrit, c'est 10 ans de travail, hein, donc c'est le résumé de beaucoup d'études, et on l'a fait rapidement parce qu'on n'avait qu'une heure, mais bien sûr, ça fait beaucoup d'informations en peu de temps. Donc, ce qu'on a montré, c'est que le déclenchement des maladies mentales, en tout cas de 40% d'entre elles, et en particulier des troubles bipolaires, donc de 40% à peu près des patients atteints de troubles bipolaires, c'est déclenché par l'interaction d'une succession de facteurs de risque environnementaux
et d'un terrain génétique particulier qui est complexe, qui est composé de plusieurs facteurs génétiques et qui font que quand on a un trouble bipolaire, encore une fois, probablement dans ces 40% de patients qui sont inflammés, ils ont une moins bonne capacité de se défendre face à certains facteurs de risque environnementaux, comme le stress, comme les infections, comme le fait d'être exposé à la pollution, peut-être comme le fait de prendre du cannabis, comme le fait d'avoir une mauvaise hygiène de vie. Tous ces facteurs-là, certains d'entre nous sont capables de se défendre correctement contre ces facteurs, d'autres moins. Et ça déclenche une inflammation qui n'est pas du tout comme quand on a un épisode infectieux, mais qui est une inflammation qu'on appelle chronique et de bas niveau, donc très faible, mais qui va se répéter et qui va persister au cours du temps. Et comme elle persiste au cours du temps, elle active un certain nombre de voies biologiques, qui sont les voies que Riyad vous a décrites sous forme des conséquences. Là aussi, ça dépend très probablement du terrain génétique que chacun d'entre nous a, et ça peut être des anomalies de la flore intestinale, ça peut être l'activation de ce rétrovirus humain endogène, ça peut être la fabrication d'auto-anticorps, et c'est peut-être ce qui sous-tend la très grande fréquence des thyroïdites associées avec le trouble bipolaire. Bref, ça déclenche toute une série de voies biologiques, et la bonne nouvelle, c'est que ces voies biologiques, pour la plupart d'entre elles, on sait les soigner. Mais encore faut-il caractériser, identifier, repérer ces facteurs. Et c'est probablement particulièrement important chez les patients qui ne répondent pas bien au traitement thymorégulateur et aux patients chez qui on a du mal à trouver des stratégies thérapeutiques. Et donc à ce moment-là, ces traitements-là, ils sont ajoutés au traitement classique, en ce qu'on appelle en add-on, donc en plus du traitement traditionnel qui est utilisé pour le trouble bipolaire. Voilà, je ne sais pas si j'ai expliqué et résumé. Si, oui, non, c'est tout à fait bien résumé. Néanmoins, c'est quand même extrêmement complexe. Est-ce que nous avons des questions, des questions? Il y a 16 questions. Vous voulez que je les... Ah oui, alors. Je suis en train de les regarder. Je vais vous en poser une qu'on a reçue sur notre site internet, le temps de lire les questions qui viennent d'arriver. Avez-vous remarqué une incidence quelconque de la vaccination, quelle qu'elle soit, sur les troubles bipolaires? La vaccination grippe, la vaccination Covid, c'est de quoi, vous savez de quoi on parle ou pas du tout? Non, vaccination en général, mais ça peut être la vaccination Covid. Je peux faire un petit point Covid parce que c'est quand même quelque chose qui nous occupe beaucoup et qu'on a beaucoup travaillé là-dessus pendant toute la période de la pandémie et qu'on continue. Donc, ce qu'on a montré, et sur le plan de la vaccination, c'est important de le savoir, c'est que quand on a une maladie mentale, et en particulier un trouble bipolaire, on est plus vulnérable à l'infection par le Covid. Et on risque de déclencher des formes graves de Covid. Donc, c'est extrêmement important de se vacciner. La bonne nouvelle pour les patients bipolaires, c'est l'étude que Riyad vous a montrée, c'est que quand on prend du lithium à dose efficace, ce n'est pas vrai pour les lithiums très bas, on est plus protégé que les autres contre l'infection. Donc le message général, c'est qu'il ne faut pas s'inquiéter, mais il ne faut pas sauter les vaccins et il faut vraiment se vacciner parce qu'il y a un risque qui est important. Voilà. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut savoir. Lucie, enfin beaucoup de personnes vous remercient pour cet exposé qu'ils ont trouvé extrêmement intéressant et surtout porteur d'espoir. Donc Lucie nous dit, merci une fois de plus, vous êtes centré plutôt sur le rapport de causalité des déficiences immunitaires vers le déclenchement de troubles mentaux ou biologiques. Qu'en est-il dans l'autre sens? Par exemple, est-ce que la prise de mesures sur le mode de vie a un impact positif sur ces déficiences? Alors, c'est une très bonne question. Aujourd'hui, on sait de plus en plus que le traitement du trouble bipolaire, c'est un traitement global. C'est-à-dire, c'est bien sûr les thymorégulateurs et les médicaments régulateurs de l'humeur en fonction de la période de l'épisode qu'on va traverser. C'est bien sûr les thérapies psychosociales que vous connaissez parfaitement, mais c'est aussi les règles d'hygiène de vie qu'on connaît de mieux en mieux et dont on sait à quel point elles sont importantes. Et ça, vous les connaissez tous. C'est un sommeil et un rythme circadien qui est le plus régulier possible, c'est de faire attention à son alimentation et c'est de faire du sport, au minimum 30 minutes de marche par jour. Donc tous ces phénomènes-là, ils sont extrêmement importants
peut-être sur le plan préventif, mais ça, il n'y a pas beaucoup d'études pour savoir ça. On sait qu'avoir un cœur et un cerveau en bonne santé, ça passe par des règles d'hygiène de vie, et on sait aussi que ça fait partie des stratégies thérapeutiques qui sont tout à fait recommandées quand on a un trouble bipolaire. J'ai une autre question. Dans la suite du propos de M. Tamouza, quelles solutions peuvent avoir la prise de psychobiotiques analogues aux probiotiques sur la santé cognitive et psychologique? Alors, il y a beaucoup d'études qui sont en cours là-dessus. Je suis passée à la télé, je ne sais même plus quel jour on est, hier, je crois, sur une émission sur probiotiques et santé. Avant-hier, Marie. Merci, Riyad. Et je ne sais plus comment je vis. Et donc, ce qu'on sait, c'est qu'il y a des liens entre le cerveau et l'intestin qui sont de mieux en mieux documentés, de mieux en mieux connus. C'est-à-dire que quand il y a des anomalies de la flore intestinale, il y a un retentissement sur le fonctionnement du cerveau et inversement. Donc, c'est l'axe cerveau-intestin, il est bidirectionnel, c'est des communications dans les deux sens. On sait aussi que cette inflammation dont Riyad Tamouza vous a parlé, il a des conséquences sur la voie digestive. Et ces conséquences, c'est premièrement une inflammation au niveau digestif, deuxièmement un amincissement, une augmentation de la perméabilité de la barrière digestive, et troisièmement, c'est une modification de la flore intestinale. Cette modification, aujourd'hui, on ne sait pas la caractériser spécifiquement pour chaque pathologie. Ça viendra peut-être pas un jour, mais aujourd'hui, on ne le sait pas. Et on sait que globalement, ce qu'on observe, c'est une diminution de la diversité de la flore microbienne. Aujourd'hui, on n'est pas capable de prescrire un traitement probiotique spécifique. On n'est pas capable de définir une signature des anomalies de la flore intestinale spécifique. Par contre, on a un essai qui est en cours qui permet de tester l'efficacité de ce qu'on appelle une polymicrobiothérapie, c'est-à-dire l'association d'un anti-inflammatoire et d'une souche particulière qui va produire un certain nombre de neuromédiateurs. Donc tout ça, c'est de la recherche, c'est des études en cours, et le reste, c'est probablement pas mauvais pour la santé, mais c'est pas spécialement bon, puisque on n'est pas capable d'identifier avec précision ni la signature caractéristique d'une telle ou telle pathologie, ni de faire des recommandations sur quel type de probiotique il faudrait prendre. Dans ce cadre-là, où en est-on vous nous en aviez déjà parlé, je crois, une fois, ou dans une autre conférence à laquelle j'avais assisté, la greffe fécale. Alors, la greffe fécale, c'est un traitement qui est un petit peu radical, qui consiste à changer totalement sa flore microbienne dans des situations pathologiques très particulières. Donc, pour le moment, la seule indication qui existe en France, c'est quand il y a une situation d'infection avec un germe très particulier qui est résistant aux antibiotiques. Donc, c'est vraiment dans des situations cliniques qui ne concernent pas du tout la psychiatrie. Et il y a un seul essai thérapeutique qui a été réalisé dans le cas de l'autisme par des collègues américains qui ont fait un essai thérapeutique chez 8 enfants, chez qui ils ont observé non seulement une diminution des symptômes gastro-intestinaux, et c'était leur objectif, mais qui en plus, et ils publient tous les 2 ans la suite de cette étude, ont observé une amélioration des troubles du comportement. Donc c'est une voie d'espoir. Pour le moment, il n'y a aucune étude dans le trouble bipolaire, et de toute façon, s'il y en avait, ça serait de la recherche avant toute chose, bien sûr, mais on n'en est pas du tout là. Merci beaucoup. Blandine ? Oui, il y a une question. La question est la suivante. Pourquoi le cannabis a autant été cité comme cause inflammatoire par rapport aux autres psychotropes et autres trucs inflammatoires? Je vous lis, l'alcool, etc. Alors, le cannabis est connu pour être un des facteurs de risque et de la schizophrénie et du trouble bipolaire. Il augmente le risque de façon connue, de nouveau pas chez tout le monde, parce que très probablement qu'il y a un terrain génétique particulier qui fait qu'on est plus ou moins sensible ou plus ou moins résilient quand on prend du cannabis. En plus, on sait que dans le cannabis, c'est une substance qui est très hétérogène sur le plan de sa composition. Et donc, on sait que ça fait partie, on vous a montré toute une série de facteurs environnementaux, et le cannabis fait partie des facteurs de risque environnementaux. Pas l'alcool. D'accord, merci. Boris nous demande comment mesure-t-on l'inflammation à bas bruit? Alors, c'est une très bonne question. C'est une question que je pose à peu près 4 fois par jour à mes amis immunos pour qu'on arrive à identifier de façon plus précise ce sous-groupe de patients qui ont cette composante inflammatoire. Donc, ça peut se mesurer à plusieurs niveaux. Ça peut se mesurer dans le sang avec un certain nombre de molécules pro- ou anti-inflammatoires. On vous a expliqué, on vous a parlé des cytokines. Ça peut se mesurer, comme on vient de l'évoquer, au niveau de l'intestin avec
toute une série de marqueurs ou de la modification de la flore intestinale, et puis ça peut se mesurer au niveau du cerveau, en particulier par des études faites en IRM, où on peut mesurer les modifications de la connectivité, qui sont, on vous l'a montré tout à l'heure, très connectées avec ces marqueurs périphériques de l'inflammation. Enfin, le marqueur le plus accessible à tous, ça reste la CRP. Donc, voilà. Et pas cher du tout, parce qu'il y a aussi une question de coût et d'accessibilité. Mais est-ce que c'est fait systématiquement ou pas du tout dans la pratique? Tout ce qu'on vous a montré là, c'est de la recherche. Hein, donc on Oui. encore, même si on a travaillé très nombreuses années pour vous expliquer tout là, ce n'est pas encore des recommandations qui sont rentrées dans la pratique clinique quotidienne. C'est tout l'objectif du projet qu'on va développer là, pendant les 5 ans qui viennent. Mais aujourd'hui, c'est de la recherche. Donc, il ne faut pas que vous vous précipitiez chez votre généraliste ou votre psychiatre en leur disant dosez-moi la CRP. Ça fait partie de recherche et il n'y a pas de conséquences thérapeutiques particulières. Et les cytokines, c'est fait? Pas systématiquement. Non, mais je croyais que ça se faisait quand même uniquement dans la recherche, le dosage des cytokines. Absolument. Oui, c'est parce que plusieurs personnes avaient participé à une étude dans les dépressions profondes. Oui, c'est de la recherche. Oui, On dose au laboratoire. Dans notre laboratoire, on dose les cytokines de tous les patients qui sont inclus dans nos protocoles de recherche. Ça ne se dose pas de façon... c'est pas votre généraliste qui va vous prescrire un dosage de cytokines, par exemple. Oui, d'accord. Une CRP, oui, un dosage de CRP, un dosage de vitesse de sédimentation, oui. Mais pour autant, très probablement, il n'en tirera pas de conséquences pratiques, si ce n'est celle de vous dire de faire attention à des règles d'hygiène de vie, comme on en a parlé tout à l'heure. On sait que les troubles du sommeil, ça augmente l'inflammation. On sait qu'une mauvaise hygiène de vie avec une alimentation trop pro-inflammatoire, ce n'est pas non plus bon pour la santé. Donc, il y a toute une série de règles. Et puis, on vous a montré tout à l'heure aussi que le fait de faire du sport, ça a une action anti-inflammatoire. Donc, aujourd'hui, on est capable de recommander ce type de stratégies qui sont tout à fait utiles et tout à fait importants, mais pas d'autre chose. D'accord. Il y a Marie-Hélène qui demande le traitement de crise d'eczéma atopique par des corticoïdes peut-il avoir une incidence sur le déclenchement de périodes d'hypomanie? La réponse est oui, mais peut-être je laisse Riyad répondre. Oui, enfin, les corticoïdes sont des armes à double tranchant. Ça traite parce qu'ils ont des effets anti-inflammatoires importants, mais ça peut aussi être à l'origine d'aggravation des symptômes, surtout dans les troubles de l'humeur. Mais c'est une crème ce sont des crèmes, donc c'est par voie cutanée et le risque est minime. C'est plutôt quand on prend des corticoïdes par voie orale ou en intraveineuse que c'est important. Donc, non, il n'y a pas de risque. Il y a une autre personne, Dominique Fourré, qui nous demande que sont les pathologies auto-immunes. Alors, les pathologies auto-immunes, c'est des pathologies au cours duquel on fabrique des anticorps contre des protéines du soi. Et c'est ce qui se passe quand il y a un terrain génétique qui fait qu'on va reconnaître ces protéines comme étant étrangères et qu'on fabrique des substances qui s'appellent des auto-anticorps contre ces protéines. C'est par exemple très fréquemment observé au cours du trouble bipolaire, dans ce qu'on appelle les thyroïdites, qui sont des pathologies fréquemment associées au trouble bipolaire. Et on vous a montré un grand tableau d'études épidémiologiques faites dans les cohortes scandinaves, où on a identifié toute une série de pathologies auto-immunes qui non seulement prédisposent la survenue ultérieure de troubles de l'humeur et en particulier de troubles bipolaires, mais aussi sont connues, c'est des études d'association, c'est des études épidémiologiques comme étant plus souvent associées aux troubles bipolaires. Merci. On a une question. Est-ce que quelqu'un qui a développé le rétrovirus endo va forcément le transmettre à ses enfants? La réponse n'est pas du tout, puisqu'en fait, ce rétrovirus humain endogène, il est intégré dans notre génome depuis des millions et des millions de générations. Il se transmet tout à fait silencieusement. Et dans certaines situations qu'on est en train de commencer à comprendre, et qui sont rares, bien sûr, il se réactive. En particulier quand il y a des infections à une période très spécifique du développement. Merci. Eliane, tu as une...
J'ai une question très très compliquée là, mais je vais vous le lire, hein. Bonjour, j'ai eu l'hélicobacter dans le passé, j'ai été traitée de plus de l'obésité que j'ai eue et que je suis en train de perdre grâce à un bypass. Ça m'avait causé une œsophagite. Est-ce que ces situations étaient une des causes de mon stress et de mon anxiété intense qui partent très difficilement, bien que je consomme jusqu'à 4 atarax par jour et que j'ai des neuroleptiques et des régulateurs de l'humeur. Voilà. Donc, Et cette personne me précise ensuite qu'elle a le diagnostic de troubles schizoaffectifs avec des troubles anxieux. Voilà. Donc, ce qu'on peut, la question n'est pas très claire, mais vraiment le message important, et on n'arrête pas de vous le dire, et je vous le redis ce soir, c'est la fréquence association du trouble bipolaire avec le syndrome métabolique, qui souvent commence avant le début de la maladie, qui est aggravée par tout un certain nombre de facteurs qui sont contrôlables. Donc, le premier d'entre eux, c'est de ne pas se diagnostiquer et de ne pas se soigner, parce que le syndrome métabolique, il est défini par l'hypertension artérielle ou l'obésité ou les anomalies de la glycémie ou les anomalies lipidiques. Et il faut absolument se faire surveiller par son généraliste très régulièrement pour dépister le syndrome métabolique, parce que toutes ces composantes-là, elles se soignent parfaitement bien. Donc là où les complications arrivent, c'est quand on ne le soigne pas. Donc c'est important de voir son généraliste au moins une fois par an pour qu'il dépiste les éléments qu'on vient de donner, qui sont liés très probablement à l'inflammation dont on vous a parlé tout à l'heure. On est en train de travailler, on vous fera peut-être une autre conférence une autre fois sur l'origine de syndrome métabolique, d'où il vient, comment est-ce qu'on explique qu'il y a syndrome métabolique. Mais vraiment, c'est extrêmement important parce que c'est des choses qui se soignent parfaitement bien. On a aussi une question de Sylvie. Si je peux rajouter quelque chose à la réponse que vient de faire le professeur Le Boyer, concernant le patient avec Helicobacter, il est évident qu'il a eu une infection digestive qui a probablement été à l'origine d'une inflammation locale. Donc, est-ce que ça a fragilisé ses intestins et ça a permis le passage et peut-être que ça a été un des facteurs de risque? On n'en sait rien. Ensuite, le patient a subi une chirurgie bariatrique. Et la chirurgie bariatrique, elle est connue, elle améliore le syndrome, l'obésité et le syndrome métabolique, mais elle est connue pour totalement désorganiser le microbiote. Ça veut dire qu'il est possiblement porteur d'anomalies du microbiote qui continuent à entretenir tout cela. Donc, voilà, d'un point de vue physiopathologique, il y a des éléments quand même qui attirent le regard et l'ouïe dans cette histoire. Hein. Donc, voilà. Merci beaucoup. Alors, Sylvie nous demande, est-ce que la migraine est considérée comme une inflammation? Et si oui, le traitement contre la migraine est-il prioritaire pour apaiser l'inflammation et limiter les phases du BP? Je ne sais pas ce que c'est. Bipolaire. Pardon? Bipolaire, j'imagine. Oui. Donc la migraine, elle est très souvent associée au trouble bipolaire. C'est une des comorbidités extrêmement fréquentes. Il y a plusieurs types de migraines et ce n'est pas un phénomène inflammatoire, c'est plutôt un phénomène vasculaire dans les cas de migraine typiques. Et donc ça nécessite, là aussi, c'est comme le syndrome métabolique, ça nécessite une prise en charge spécifique et un traitement spécifique pour prévenir les crises et pour guérir les épisodes aigus. Donc il y a à la fois un traitement préventif et un traitement curatif des crises migraineuses. Ouais, et juste rajouter un petit quelque chose sur le plan de la prise en charge de la migraine. L'origine est vasculaire, très probablement, mais en fait, il y a aussi très probablement une inflammation des vaisseaux. Et c'est pour ça que certains thérapeutes, certains neurologues ajoutent des anti-inflammatoires au traitement de la migraine. Donc, en fait, ce n'est pas simple, mais c'est comme dit Marion, il faut aller au traitement spécifique de la migraine et ensuite voir quel effet ça a sur la symptomatologie. Merci. Aladine Louf nous dit, atteinte d'une candidose de niveau 1, j'ai remarqué une diminution de mes symptômes en faisant un régime sans gluten, lactose, sucre pendant 2 ans.
Se débarrasser de la candidose permet-il de faire diminuer les symptômes de bipolarité? Riyad? Moi, non. Alors, ça dépend de la candidose. Est-ce que c'est une candidose systémique, c'est-à-dire qu'elle est qu'on retrouve au niveau du sang, ou est-ce que c'est une candidose localisée? Mais c'est évident que traiter tout agent pathogène, et le candidat albicans en est un, même s'il il a de la sévérité variable, traiter, ça peut améliorer l'inflammation circulante et par voie de conséquence, ça peut aussi agir sur la symptomatologie. Et qu'en est-il de l'effet du régime sans gluten, sans lactose, qui est fréquemment utilisé pour diminuer l'impact des maladies auto-immunes? Ben, le problème, c'est que quand on parle de régime sans gluten, on évoque une pathologie auto-immune qui est extrêmement bien connue, qui est la maladie cœliaque, qui est l'intolérance au gluten. Donc, il y a la maladie cœliaque, c'est quelque chose qu'on peut diagnostiquer cliniquement, et finalement, le traitement, c'est l'éradication du gluten. Il n'y a rien d'autre. Le souci, c'est que avec la nouvelle hygiène de vie de ces dernières décennies, avec l'introduction justement de cette junk food, etc., de plus en plus d'individus développent des intolérances essentiellement au gluten et à d'autres choses, mais qui sont infracliniques, c'est-à-dire qu'elles arrivent chez un individu adulte et finalement qui n'a pas de maladie cœliaque, mais un problème de malabsorption. Et donc, on a remarqué que pour beaucoup de pathologies, effectivement, les régimes sans gluten amélioraient beaucoup de choses. Ça, c'est clair, net et précis. Enfin, on a remarqué, si je peux me permettre, il n'y a pas de démonstration que ça améliore le trouble bipolaire, il n'y en a aucune. Donc, si ça améliore votre qualité de vie et qu'on se sent mieux, il n'y a aucune contre-indication à le faire. Mais les régimes sans gluten, ils sont prescrits quand il y a une maladie spécifique qui n'est pas le trouble bipolaire et qui doit être diagnostiquée et précise. Donc, après, c'est le choix de chacun de décider de faire un régime sans tel ou tel produit. Mais il n'y a aucune étude qui la recommande, à ma connaissance, ou qui en démontre l'efficacité. Merci bien. Blandine, d'autres questions? Il y a une question sur la relation entre thyroïdite et troubles bipolaires. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Tout à fait. Donc, la thyroïdite, en général, c'est une maladie auto-immune. Et l'hypothèse qu'on vous a expliquée, je crois, à plusieurs reprises pendant la conférence, c'est que le lien entre ces maladies auto-immunes et le trouble bipolaire, il est le fait d'un terrain génétique particulier. Et là aussi, il faut surveiller régulièrement le fonctionnement de sa thyroïde en faisant des bilans thyroïdiens au moins une fois par an, plutôt 2 qu'une, et en surveillant le fonctionnement thyroïdien, parce que ça permet, si ça arrive, il faut vraiment le soigner de façon spécifique et avec les conseils et les recommandations d'un endocrinologue. Enfin, il y a plusieurs personnes, ça va probablement être la dernière question car nous arrivons au bout de notre temps. En fait, c'est pour participer à vos études. Voilà. Ils demandent en pratique comment font-ils pour... Soit vous regardez sur le site de la Fondation fondamentale, soit vous nous envoyez un mail, on vous a donné notre adresse mail et on essaiera de vous répondre dans les meilleurs délais. Merci beaucoup. Blandine, tu n'as plus de questions? Non, merci beaucoup pour cette très belle et très riche conférence. Merci beaucoup. Merci d'avoir pris le temps nécessaire pour venir nous parler de choses. Merci beaucoup, Monsieur Tamouza. J'espère que vous reviendrez nous enseigner la suite de vos découvertes. Avec grand plaisir. Merci à tous les deux. Mes remerciements, mes collègues Eliane et Blandine. Une conférence d'une excellente qualité. Et franchement, je vais me faire un plaisir de la réécouter pour bien tout comprendre si j'arrive, parce que je ne suis pas scientifique, mais en tout cas, c'est très porteur d'espoir. Merci. Bonne soirée à tout le monde. Au revoir. Merci beaucoup. Merci à vous encore. Bonne soirée, au revoir. Au revoir. Il reste à remercier tous nos spectateurs d'être restés jusqu'au bout sur cette conférence
extrêmement intéressante et complexe et on a vraiment beaucoup de chance, je trouve, d'avoir des chercheurs de ce niveau parmi les gens qui s'occupent de nous cliniquement aussi. Merci, bonne soirée à tous, au revoir. Bonne soirée, au revoir. Au revoir.